Bonjour, cette vidéo sera consacrée à l'explication de la fabrication d'un chaton 6 griffes avec des griffes qui, une fois rabattues, sont sculptées en forme d'ogive. Mais avant de commencer l'explication technique du chaton, je vais vous montrer le bijou en vrai. C'est un bijou que j'ai terminé il y a peu, quelques jours. La pierre est de Patrick Dubuc et je voulais justement montrer comment on fabrique un chaton parfaitement ajusté à une pierre de cette qualité qui est un grenat de 11 mm 1. J'espère que la caméra arrive à bien voir à quel point cette pierre brille à merveille. Et je vous montre le dessous aussi, parce que le dessous d'un bijou dit beaucoup de choses. C'est aussi important que le dessous d'un bijou soit absolument parfait tout autant que le dessus. Voilà, donc il y aura des photos à suivre où je vais expliquer beaucoup plus. Donc voilà pour le bijou. Passons aux explications sur la fabrication. Donc en or 18 carats bien sûr, 6 griffes ogives. Des griffes, les griffes ogives, ce sont des griffes qui sont légèrement plus longues qu'une griffe qui serait terminée en forme de demi-boule. C'est tout à fait logique. Alors la référence de ce bijou, pour ceux qui aimeraient savoir les prix, parce qu'il y a des gens qui sont obsédés par l'argent et qui veulent savoir le prix. Alors ici, c'est POF 179 que vous pouvez trouver facilement dans le site internet de la boutique. Le temps de fabrication de ce pendentif est aux environs de 13 heures. C'est peut-être 14 ou 12 et demi, mais aux environs de 13 heures. C'est pour faire un travail de cette précision, sertissage et polissage compris. Il faut environ 13 heures. Donc le grenat est taillé par Patrick Dubuc. Poids. Le poids total, 1,80 g. Donc c'est pas un énorme investissement, c'est surtout du temps. Et puis avoir le plaisir de posséder une pierre aussi jolie. Donc voilà, en tout premier, je fabrique une ceinture sans soudure qui est découpée dans une plaque de métal. Alors cette ceinture fait 8/10 d'épaisseur. La largeur, je crois qu'elle faisait un petit peu plus que 20. Et ce que j'appelle le hexine, c'est-à-dire la rondelle, pour démarrer cette ceinture, la rondelle fait 12 mm 3 de diamètre extérieur et 7 mm 5 de diamètre intérieur. Donc si on fait la soustraction entre les deux, qu'on divise par 2, on aura la hauteur de la ceinture. À propos, une ceinture doit être toujours très légèrement inférieure au diamètre de la pierre. Voilà, donc ici, la ceinture est maintenant en forme tubulaire, l'extérieur, et l'intérieur est très très légèrement penché, c'est normal, parce que la partie intérieure de la rondelle, c'est celle qui a été déformée le plus, et la partie extérieure, disons que c'est l'épaisseur d'origine. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante pour descendre la pierre au bon niveau. Donc ici, la ceinture a été fraisée et limée, légèrement en biais, et ensuite passé au papier d'émery de sorte à ce qu'on ait cet angle ici qui permet à la pierre de descendre avec une, je vais essayer de faire comme ça, qui permet à la pierre de descendre, de toucher la ceinture et d'avoir l'extérieur ici qui est à peine plus grand que la ceinture, parce que si la ceinture était beaucoup plus petite, on finirait par la voir par transparence. Donc c'est toujours dans cette zone ici qu'en plaçant une ceinture, on peut la rendre totalement invisible vue de face, dans les pierres facetées translucides. Ici, c'est la fabrication du battage que j'ai décidé en 7/10. J'aurais pu faire 8, j'aurais pu faire 6, mais 7/10 me paraissait très bien. Alors, la petite astuce, s'il y en a une, c'est qu'avec le compas, j'avais choisi de diviser, de mettre 6 griffes. Donc avec un compas, j'ai tracé les points, que j'ai rectifié un tout petit peu avec une aiguille en poussant un peu fort d'un côté ou de l'autre, et ensuite j'ai comparé avec le compas et au pied à coulisse pour être sûr que j'avais toujours la même distance, et j'ai tracé des très petits traits qui sont difficiles à voir sur cette photo, mais des très petits traits qui vont me permettre de conserver le bon emplacement, et plus tard avec un trait de scie très petit, d'avoir l'emplacement des futures griffes. Donc ici, la ceinture est prête. On voit que la ceinture est à peine plus petite que la pierre, que le battage est à peine plus petit, c'est normal parce qu'il sera plus tard un peu plus espacé de la ceinture. Alors en mettant
la ceinture et le battage dans cette position, il ne me reste plus qu'à calculer, avec un pied à coulisse, calculer quelle est la hauteur de pierre qui dépasse. Et c'est cette hauteur, et à peine plus, que je choisirai pour déterminer l'emplacement entre le battage et la ceinture. Oui, ici on voit bien que avec une petite bande de métal, toujours en or, parce que à chaque fois que je fais des soudures et que j'ai un intermédiaire, je veux que ce soit le même métal pour que les dilatations, les points de fusion, tout soit absolument identique de manière à ne pas avoir de surprise. Donc dans ce cas, je me rappelle de mémoire que la hauteur ici de cette petite bande qui est provisoire, hein, elle est installée là que pour assurer le parallélisme, le temps de souder les griffes. Donc elle faisait 20 dixièmes de hauteur. Donc maintenant ici, voilà, c'est en train de fiche le temps. Donc avant de fraiser, j'ai attaché le tout. Donc il y a le fameux trait de scie ici qui me donne les emplacements des griffes. J'ai attaché le tout et j'ai fait un seul trait de scie ici dans la ceinture. Donc parce que la première griffe fatalement ne peut être qu'à une place parfaitement exacte. Donc j'ai fraisé ici, enfin limé avec une lime carrée, et puis la même chose ici, mais un peu plus profondément. Et c'est dans cet emplacement que j'ai ensuite fraisé de manière à pouvoir installer la première future griffe. Donc en attachant de cette manière, un peu serré, on peut fraiser sans que les pièces ne se déplacent, de manière à avoir deux creux qui sont dans la bonne direction. Donc ici, c'est la première soudure. Donc la griffe se met en place. Je suis satisfait de l'équarrage, de distance et automatique. Et je fais une seule soudure. Pourquoi? Parce que cette soudure ici, j'aurais pu la faire en premier. Donc les deux premières tout de suite. J'ai préféré en faire une d'abord, ensuite dérocher, pour ensuite légèrement modifier, s'il le fallait, la profondeur de la griffe dans le battage. Donc ici, on le voit, donc la griffe est soudée ici, là elle ne l'est pas encore. Donc ici, ce creux, je l'ai un peu augmenté, ce qui m'a permis de déplacer le battage latéralement, donc dans ce cas-ci sur la photo, légèrement vers la droite, de sorte à ce que, vu du ciel, le cercle était, disons, pratiquement parfaitement au centre. Donc ça m'a permis, à partir de là, de faire la deuxième soudure. Donc une fois que la deuxième soudure est faite, l'avantage de souder qu'une seule griffe, maintenant je sais que la profondeur ici de la griffe dans le battage est la bonne, mais je vais pouvoir aussi, s'il le fallait, pour des questions de symétrie, pour que cet emplacement ici et celui-là soient identiques, avant de commencer à fraiser la deuxième griffe en face, je peux faire pivoter sur cet axe légèrement à gauche ou à droite, de manière à ce que j'aurai ce point parfaitement en face, surtout par rapport à la ceinture. Donc c'est une petite précaution que je prends. Je préfère toujours pour les premières et deuxièmes griffes avancer très lentement, parce qu'ensuite les autres griffes, troisième, quatrième, cinquième, sixième, celles-là sont beaucoup plus faciles à installer parce que l'axe est assuré par les deux premières griffes. Donc ici, une photo. À chaque fois que je soude deux griffes comme ça sur un chaton, je remets la pierre en place parce que je veux voir d'abord si je ne me suis pas trop trompé, et je veux bien constater que le feuilletis de la pierre appuie légèrement sur les deux griffes avec un petit jour qu'on aperçoit ici. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que pour mettre la pierre en place, il faudra tout à l'heure creuser légèrement un plat à l'intérieur des griffes. Ça va permettre à la pierre de descendre parfaitement en place et de toucher la ceinture. Même si malheureusement en joaillerie on voit beaucoup de pièces avec des pierres qui ne touchent jamais les ceintures, ce qui à mon avis est un défaut, mais peu importe. Et donc c'est une manière de voir si le travail avance correctement. Ensuite ici, donc les autres griffes ont été soudées, tout est en place, il ne restera plus qu'à sertir. Et on peut apercevoir que la ligne ici, la ligne de crête de la ceinture est vraiment une ligne très fine qui, en gros, à peu près avant de casser l'angle, parce que au début, cette ligne est à peu près comme ceci. Et puis, en cours une fois les griffes serties, je vais faire un petit angle de ce genre, comme ceci ici, un peu en biais, de sorte, et ça c'est ce qu'on voit ici à peine, de sorte à avoir ici une pointe, un angle, ce qui fait que au polissage,
cette partie ici ne renverra pas la lumière vers l'observateur. Donc c'est un tout petit détail, mais c'est important. Plutôt que de voir un plat ici qui lui serait visible de face, mais ce petit angle que je fais en cassant la lime, passe au papier Némerie et poli, bien sûr la lumière rebondit mais ne va surtout pas vers l'observateur. En fait la lumière qui arrive ici, elle repart par là, mais elle ne repart pas vers l'observateur, ce qui serait le cas ici. Donc ici les fameuses bélières en 2 pièces. Bon, le croquis n'est pas parfait, mais ces bélières 2 pièces, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi, comment et quelles sont les raisons d'être de l'arc de cercle ici, de cet anneau ici. Donc à noter que ici, si on fait un anneau, je crois que c'était 8 dixièmes, bien ici on a 8 dixièmes aussi. C'est parce que en fait ce sont 2 anneaux qui s'emmaillent de même dimension, de même valeur, et celui-ci est creusé pour être coincé dans la griffe. Donc pour sertir, je tiens toujours ce genre de pièce dans un bâton de sertisseur comme ceci. C'est un outil extrêmement simple à fabriquer, un bout de bois de bon diamètre, d'une bonne longueur, et puis avec du ciment de sertisseur, entre autres, moi je me sers du ciment de sertisseur français qu'on peut trouver chez Cookson Clal et presque tous les marchands français en ont. Autrement, pour les bagues, pour sertir des bagues, je vais très souvent me servir d'un étau en bois comme ceci, donc nul besoin de tous ces trucs avec des clés et plein de trous et tous ces boulets et autres. Bien sûr, ça peut servir, mais on a beaucoup plus d'aisance à tourner autour d'une pièce pour limer, sculpter avec ceci qu'un énorme truc en acier où il n'y a pas accès facilement pour les mains, pour les doigts, pour avoir un support. Donc j'ai beaucoup plus de précision au sertissage avec un bâton de sertisseur qu'avec tous les appareils modernes. Donc ici, donc les griffes sont rabattues. Alors plus tard, en troisième partie, une fois que je vous aurai montré les photos, je vais vous montrer des dessins qui permettent de comprendre très précisément les principes que j'applique pour ajuster ce genre de griffe et en faire la finition. Donc on voit ici la griffe a été rabattue, donc j'ai creusé, j'ai coupé à la bonne longueur. Alors pour couper à des longueurs toutes identiques, je me base sur la forme, sur la forme des facettes et je vise, disons, toujours le même emplacement. D'une place à l'autre, ce sont les facettes sous la pierre qui me permettent au moment de scier les griffes, de les scier toutes à la même longueur. Une question d'habitude aussi. Alors ici on a une griffe qui a été rabattue et que j'ai limé légèrement un plat pour ensuite pousser et l'écraser complètement contre la pierre. Tout ça, ce sera expliqué un peu plus loin avec les dessins en couleur que j'ai fait. Donc ici sur cette photo, toutes les griffes ont été écrasées au mieux et il reste une toute petite zone, la pointe de la griffe ne touche pas encore complètement. Donc pour cette question, j'utilise une astuce avec une lime ronde qui me permet de presser juste sur l'extrémité de la griffe pour que cette fois-ci elle plaque complètement. Là aussi, dans les dessins tout à l'heure, je vous expliquerai encore mieux. Donc on voit la griffe ici qui est complètement rabattue cette fois. Il y a une toute petite trace ici de lime, mais dans cette masse, je vais pouvoir sculpter la griffe en forme de givre. Donc une fois que les griffes sont complètement rabattues, limées en forme de givre, je les lime en forme de givre avec très souvent une lime d'eau d'âne, dont les bords sont vraiment plutôt coupants parce que je les ai sculptés avec un disque comme ça ici. Puis j'en retrouve une. Et ici par exemple, je me permets d'user le bord de mes limes aiguilles avec un disque diamant, ce qui permet d'obtenir plus de précision, c'est-à-dire que le bord de la lime, au lieu d'être presque droit, eh bien, on a quelque chose de très pointu. Et après, pour sculpter les griffes vers le bas, dans la partie qui touche la pierre, ça se fait avec une échoppe plate pour aller toucher le bas de la griffe et gratter en remontant avec des efforts faits en grande douceur bien sûr, mais c'est la seule manière avec une échoppe plate d'arriver à une grande précision pour ce qui est de la forme et surtout de la pointe de la griffe. Donc ici la bélière en gros plan, on voit un peu la griffe, à quoi elle ressemble. Alors tous ces petits points un peu bizarroïdes, tout ça sont des reflets de la photo, donc tout ça c'est des reflets sur le métal.
Donc ici, on voit un peu à quoi ça ressemble en très gros. Donc évidemment, quand on fait ce genre de choses, il faut se débrouiller pour que, vu du ciel, toutes les longueurs soient identiques. Alors s'il y a une différence ici, c'est parce qu'il y a de la profondeur sur la photo. Hein. Ici, on est en premier plan, là c'est beaucoup plus loin. Donc en réalité, les griffes ont toutes la même longueur. Donc voilà les fameux croquis que j'ai faits. Alors tout à l'heure sur le forum, Roberto m'a fait remarquer qu'il y avait une petite erreur ici et que si la griffe descendait comme ça ici, que ça crevait l'intérieur de la ceinture. Alors c'est vrai, en fait mon dessin j'aurais dû le faire, disons à peine plus grand que quelque chose comme ça. Mais l'angle ici de la griffe peut varier, mais on n'a pas intérêt de trop avoir une griffe trop droite. Il faut quand même être suffisamment penché pour ensuite rajouter la ceinture ici. Donc l'objectif, c'est d'avoir une griffe qui, une fois pliée, a vraiment aucune cassure. C'est-à-dire que cette ligne ici soit une courbe parfaitement régulière, sans cassure, que toute cette surface ici touche vraiment la pierre, que la pierre appuie sur la ceinture, que la pierre soit parallèle à la ceinture, et que le dos de la griffe, ce que j'appelle le dos, c'est cette zone-là ici, soit lui aussi une continuité parfaite. Et vu du ciel, mais il faut avoir le cercle de la griffe, une certaine distance, et puis se débrouiller pour que la forme ici de l'ogive soit une jolie forme sans cassure. Alors on remarque très souvent en joaillerie, je vois ça assez fréquemment depuis quelques années, des griffes ogives très très longues. Les griffes ogives très longues, et surtout si elles sont pointues, toute cette zone-là souvent est tordue, pliée, c'est affreux. Donc j'aime bien les griffes ogives, mais je n'aime pas qu'elles soient trop longues. Donc il faut se méfier de cette longueur-là, parce qu'on voit que si c'était une griffe demi-boule, on aurait le cercle ici, et avec une griffe ogive, on avance un petit peu plus. Alors l'avantage de la griffe ogive, toujours, c'est qu'elle ait une arête sur le dessus, et toujours ce principe de polissage. Une fois qu'une griffe ogive est polie, eh bien la lumière qui arrive sur l'ogive, elle glisse à droite et à gauche de la pierre et de la griffe du métal, et donc le client, l'observateur, ne voit que très peu les griffes, parce qu'au lieu d'avoir une réflexion complète de la surface comme sur des griffes plates par exemple, eh bien dans ce cas-là la lumière s'échappe de l'observateur, glisse sur les côtés, et ça donne des griffes extrêmement discrètes, surtout quand on voit les bijoux à une certaine distance. Sont des griffes qui sont très discrètes. Donc voilà les points importants. Vous voyez ce petit point ici, ça c'est ce que je considère le plus important dans la fabrication d'un chaton. Ce petit point qui est donc dans le haut de la ceinture, légèrement espacé de la bordure, disons 1 ou 2 dixièmes, c'est ce petit point qui permet de savoir jusqu'où il faut encraner les griffes. Très souvent, on me demande de combien, est-ce qu'il faut encraner les griffes de 20%, 30%, moitié, etc. Moi, je ne donne pas de chiffres, je donne plutôt des principes et des emplacements suite justement à des réflexions de ce genre. Donc, ce petit point, c'est lui qui me permet de savoir que je dois encraner la griffe jusqu'ici et ensuite descendre dans la ceinture, bien sûr. Ici, on voit bien que je suis pas allé trop loin. Donc, ce point est extrêmement important. Et ensuite, ça ici, cette zone-là, la pierre doit être à peine plus grande. C'est pour ça que sur le dessin, vous avez un axe au crayon et la pierre dépasse un tout petit peu. Et on voit bien que pour que cette pierre puisse venir toucher ici, il va falloir enlever du métal dans la griffe, ce qui fait que toute cette zone ici sera légèrement plus faible que le reste de la griffe, mais une fois rabattue et devenue très courte, ça va demeurer un endroit extrêmement fort. Donc, comme outil pour faire cette étape, je me sers de fraises fissures pour incruster la griffe et de lime coulisse éventuellement pour creuser un sillon, parce que les fraises fissures parfois ne sont pas assez longues si on veut en même temps travailler sur le battage. Et ici, cette partie-là sera faite avec une échoppe plate. Donc en 1, on positionne la pierre, et puis cette première étape permet de voir à partir d'où il va falloir créer un plat légèrement en courbe pour rejoindre le fameux point où la pierre va venir s'appuyer. Donc en 2, avec une échoppe plate, cette fameuse creusure ici, qui en réalité représente presque rien, c'est
disons, plus ou moins un petit quart, peut-être même un peu moins, pour donner une surface plate, parce que si on rabat une griffe qui n'a pas été sculptée plat à l'intérieur, en rabattant une griffe en fil rond, ben, la griffe ne va toucher que sur un seul point sur la longueur, et ce serait une griffe qui finira par être absolument accrochante, et ce qui est détestable dans les bijoux avec des certigriffes. Donc en 3, ça c'est le premier mouvement, ou le premier temps où je rabats le métal, donc je pousse sur la griffe. À noter que je fais toujours des griffes un petit peu plus longues que nécessaire, ça permet de vraiment appuyer très fort dessus. Et quoi qu'on fasse, vu que le métal appuie ici sur la ceinture, mais il est difficile d'arriver à placer la griffe vraiment contre cette partie de la pierre, parce que ça fera toujours un petit peu ressort. Donc une fois qu'on a ça, même si ça ne touche pas partout, on va pouvoir passer l'étape suivante qui consiste à couper la griffe. Donc on coupe la griffe, hein, un trait de scie, et on se retrouve donc avec une griffe qui est de la même longueur partout, et ça va permettre, une fois coupée, de pousser dessus. Donc on poussera ici et on va pouvoir la rabattre un peu plus. Pas à 100%, mais presque. Donc vous voyez, une fois que la griffe a été coupée, je lime un plat sur le dessus, que j'ai illustré comme ça ici. Donc en appuyant ici avec toujours une masse de sertisseur, hein, comme ceci. Quand je parle de masse de sertisseur, c'est ça, hein, c'est pas un marteau de 3-4 livres. Une masse de sertisseur, c'est simplement quelque chose qui permet de pousser et qui a une surface plate, très légèrement courbe, et dont la surface est rugueuse, et jamais un truc en acier trempé, surtout pas poli, ce qui serait une catastrophe. Même si je vois parfois ce genre d'outils à droite et gauche. Bon. Donc une fois que j'appuie ici, je vais pouvoir, en mettant de la pression ici, je vais pouvoir me rapprocher presque complètement de la griffe, mais il restera un tout petit détail à raffiner. Donc je vais vous le montrer tout de suite après. Donc pour faire cette étape, masse de sertisseur et lime aiguille ou triangle ou dodane pour faire ce petit plat qui me permet de... Alors évidemment, il ne faut pas que le plat soit trop grand, parce que s'il est trop grand, on va altérer le volume de la future griffe sculptée. Donc il faut faire un plat modéré qui permet d'affiner toute cette zone pour pouvoir la faire plier, parce que ici ça ne pliera plus jamais, mais cette zone là ici, avec un plat, là on peut la pousser donc dans un deuxième temps. Alors une fois qu'on a fait cette étape, donc on a poussé pour la deuxième fois la griffe, il reste toujours encore un tout petit quelque chose qui n'est pas parfait. Et là ça devient vraiment difficile à plier. L'astuce, c'est avec une lime ronde, on peut creuser, mais vraiment presque rien, un tout petit creux ici, pratiquement rien, et de nouveau avec la masse de sertisseur, appuyer sur ce petit extrémité de la griffe, et en appuyant cette fois-ci directement vers le bas, on arrive à... comment dire, masser complètement le bout de la griffe, qui sera sculpté plus tard, le bout de la griffe contre la pierre. Donc ça, c'est la troisième étape, la troisième fois qu'on pousse sur une griffe, et c'est vraiment quelque chose de très efficace. Mais c'est une petite astuce dont on ne parle que rarement, je pense. Donc c'est pour ça que je tenais en particulier à cette vidéo pour expliquer ce petit détail, de manière à ce que toute la longueur de la griffe repose vraiment sur la pierre et soit en contact. Parce que si on laisse ce genre de petits détails sur un bijou avec griffe, à coup sûr les cheveux, les tissus, etc. se prennent à l'intérieur des griffes, et même au polissage. C'est vraiment désagréable pour le client. C'est malheureusement souvent le signe de bijoux qui sont fabriqués un peu trop rapidement. Ensuite, ça c'est bon, le dernier dessin qui montre tout. Donc pour faire la finition, je me sers de lime d'aiguille dodane avec des bords usés volontairement pour qu'ils ne soient pas agressifs sur la pierre, et j'utilise plutôt des grains numéro 6, 4 éventuellement, mais 6 c'est beaucoup mieux, l'échoppe plate pour aller gratter sur les bords ici. Et donc les échoppes plates dont je me sers, c'est de ce genre là, voici une d'une largeur d'à peu près 1 mm ou à peine plus, mais parfaitement aiguisée. Donc on peut gratter ici tranquillement, on glisse l'échoppe sur la pierre, l'échoppe glisse sur la pierre, et lorsqu'on a le contact, on appuie à peine de manière à prendre le métal à la base et gratter un peu pour continuer à sculpter, et ensuite fignoler à la lime et au polissage pour avoir un résultat qui est en général très acceptable. Voilà. Donc ici j'ai écrit la longueur variable de la griffe, là, de ne pas exagérer. Donc là sur le croquis ça varie un petit peu, mais comme je vous dis, je n'aime pas les griffes qui sont très longues.
ni même les doubles griffes, parce qu'on voit souvent des doubles griffes en joaillerie qui sont très longues, très pointues, c'est affreux. Voilà, donc toutes ces photos et tous ces dessins sont disponibles sur le site de Zimmermann Québec, donc, et vous verrez dans la section méthode, la ligne de navigation du bas, vous pourrez, dans la section technique, chercher à la lettre G et vous verrez griffes, photos, texte et ogive, où j'explique tout ça en texte, mais en vidéo, je pense que c'est un petit peu plus pratique parce qu'il est probable que j'ai raconté des choses que je n'ai pas écrites sur le texte. Voilà, il y a encore beaucoup d'autres vidéos à faire, je ne sais pas trop quand, je déborde de travail, c'est des commandes, des projets de toutes sortes pour la boutique, de plus en plus de joaillerie à la boutique, donc les vidéos, je n'en fais pas autant que je voudrais, mais c'est toujours avec plaisir. Et si vous avez quelques questions que ce soit sur la page YouTube, sur mes adresses courriel ou sur le forum, je réponds toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée.